Je vous propose aujourd'hui l'analyse linéaire du chapitre 57 de Gargantua de Rabelais concernant donc l'abbaye de Thélème. Commençons par présenter l'œuvre. Gargantua est un roman publié en 1534, 2 ans après le roman Pantagruel. Rabelais a été moine, médecin et écrivain. On dit souvent qu'il a été médecin de l'âme, du corps et de l'esprit, et que pour soigner l'âme et l'esprit, il a utilisé les vertus thérapeutiques du rire. Dans son œuvre, les références les plus grivoises côtoient les références les plus érudites. Nous sommes à la fin du roman, au moment où Gargantua offre à frère Jean une abbaye en récompense de son aide dans la guerre contre Picrochole. Ce lieu un peu particulier va être présenté à partir du chapitre 52. En effet, le roman va détailler l'architecture, les vêtements des habitants, etc. Notre extrait, situé au chapitre 57, nous permet de découvrir le mode de vie des Thélémites. Nous allons donc voir en quoi la présentation de cette abbaye, un peu particulière, qui repose notamment sur le principe de la liberté, est à la fois idéale et utopique. Pour cela, nous allons diviser notre texte en 3 mouvements. Le premier mouvement, de la ligne 1 à 10, va nous permettre de découvrir le principe de la liberté sur lequel l'abbaye est fondée. Le deuxième mouvement, de la ligne 11 à 21, va nous décrire certaines activités de ces Thélémites. Et enfin, le troisième mouvement, de la ligne 22 à 25, va nous montrer que ces Thélémites peuvent sortir de l'abbaye quand bon leur semble. Nous allons donc découvrir dans ce premier mouvement le principe fondateur de la liberté. Ainsi, dès le début du texte, nous pouvons observer l'affirmation de ce principe de liberté, notamment avec la présence de 2 champs lexicaux en opposition, celui de la liberté et celui de la règle. En effet, on observe loi, statut, règle, qui appartiennent au champ lexical de la règle, opposée à volonté et libre arbitre. Cette opposition est mise en valeur par la structure non, mais. Leur vie est donc organisée non selon des lois, mais selon leur volonté et donc leur liberté. Cette liberté est également mise en valeur par les subordonnés temporels. On en observe 2 au début du texte, quand bon leur semblait ou quand l'envie leur en venait. Enfin, on observe également cette absence de règles par la présence des négations nul, nul. Ainsi, nous avons nul ne les réveiller, nul ne les forcer, ni à boire, ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Si nous nous intéressons aux verbes employés, buvez, mangez, travaillez, dormez, nous pouvons observer que ces verbes sont à l'imparfait et qu'ils désignent des actions quotidiennes. Ainsi, les Thélémites n'ont aucune contrainte extérieure et toutes leurs actions, notamment quotidiennes, dépendent uniquement de leur volonté. Cependant, cette affirmation semble aboutir à un paradoxe. Ainsi l'avait voulu Gargantua, montre que ce fonctionnement dépend donc de la volonté du roi, c'est-à-dire de Gargantua. Nous observons d'ailleurs dans ces 2 phrases, à nouveau le champ lexical de la règle et le verbe à l'impératif. Il n'avait pour seule règle que cette clause « fais ce que tu voudras ». Cependant, les règles sont restreintes à une seule avec la négation restrictive « ne que », et cette règle est justement l'absence de règle « fais ce que tu voudras ». Cela signifie-t-il que la règle est d'agir comme bon leur semble, c'est-à-dire qu'ils fassent ce qu'ils veulent quand ils veulent, sans contrainte ? En effet, observons que dans la règle énoncée qui est en italique, fais ce que tu voudras, le verbe est au futur de l'indicatif. C'est-à-dire que les actions menées aujourd'hui ont pour but de préserver la liberté de demain. En réalité, pour les humanistes, les gens bien nés choisissent librement de faire des actions qui vont leur permettre de devenir meilleurs dans le futur. C'est-à-dire qu'ils vont s'éduquer, vivre harmonieusement, agir pour le bien commun, sans pour autant avoir de contraintes qui pèsent sur eux. Le narrateur ressent alors la nécessité d'expliquer pourquoi cette liberté bien employée fonctionne chez les Thélémites. Il utilise alors un paragraphe où il énonce une cause, comme on le voit avec la conjonction de coordination car les gens libres, bien nés et bien instruits, etc. Cette cause repose sur l'idée humaniste qu'il existe des hommes naturellement bons, naturellement portés vers le bien, comme on le voit avec le champ lexical du naturel, bien né, bien instruit, mais aussi surtout par nature. Nous avons encore les termes d'instinct, d'aiguillon ou encore instinct qui revient. Les gens bien nés ont donc quelque chose qui naturellement les pousse à agir correctement. Ils vont naturellement faire le bien, comme on le voit avec l'antithèse entre vice et vertu. En effet, cet aiguillon les pousse vers les actions vertueuses et les écarte du vice. Et nous avons l'italique qui met en valeur cette nature positive qui est appelée honneur. Le bon humaniste est donc un homme naturellement porté vers le bien, vers l'étude, et qui va toujours exercer sa liberté dans ce sens. Ce terme d'honneur, qui est la nature du bon humaniste, en réalité annonce le concept de l'honnête homme qui se développera au XVIIe siècle.
Dans la dernière partie de ce mouvement, le narrateur explique que toute forme de contrainte imposée serait négative. Nous retrouvons d'ailleurs l'opposition entre contrainte et liberté avec ses champs lexicaux opposés. D'un côté, suggestion, joug de la servitude, de l'autre, librement ou se libérer. Cependant ici, la contrainte va être décrite comme un esclavage avec les adjectifs ou les verbes péjoratifs, vile et contraignante, abaisse et asservie. Cela s'oppose d'ailleurs à la vertu, mise en valeur par l'expression méliorative noble penchant. Le narrateur va alors généraliser le propos pour le rendre universel en utilisant des verbes au présent de vérité générale, utilise, tende, entreprend, convoite. Il va passer du « il » pluriel qui peut désigner les gens bien nés à l'homme en général. Nous pouvons donc observer que pour les humanistes, les mauvaises règles entraînent donc la rébellion des gens bien nés. C'est pourquoi d'ailleurs les humanistes sont hostiles aux dogmes religieux en vigueur qui pour eux sont de mauvaises règles. Nous pouvons alors passer au second mouvement qui va nous présenter les activités des télémites, c'est-à-dire qui va nous montrer les télémites, ces gens bien nés et bien instruits, en action. Cela va permettre d'illustrer l'idée développée dans le premier mouvement, cette liberté utilisée en vue de faire le bien. Dès l'ouverture du mouvement, nous pouvons observer qu'il y a une forme de compétition à agir pour obtenir le bien commun. Cette compétition est signalée avec l'expression méliorative « louable esprit d'émulation ». Ce louable esprit d'émulation est bien sûr inspiré par cette liberté. S'il y a compétition, c'est pour que tous agissent pour le bien commun. Et on observe un jeu entre tous et un seul, c'est-à-dire entre le pluriel et le singulier. Tous redoublaient d'efforts pour faire ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Le paragraphe est alors construit sur une succession de 3 subordonnées circonstancielles de conditions ouvertes par si. Dans chacune de ces subordonnées de conditions, nous retrouvons ce balancement entre le singulier et le pluriel. Un, une, tous, on, tous, on, tous. Nous observons que dans chacune de ces 3 phrases, les télémites s'engagent à agir en commun, avec la répétition d'un verbe qui est d'un côté employé au discours direct, par exemple buvons, puis d'un verbe employé à l'imparfait et au pluriel, buvez. La liberté permet en réalité aux télémites d'agir en harmonie les uns avec les autres, au lieu de les diviser. Le paragraphe se poursuit avec la description d'une première activité, la chasse. Nous observons tout d'abord qu'il s'agit d'une activité noble, puisqu'il s'agit de la chasse au vol, comme on le voit avec l'énumération des oiseaux de proie, épervier, lanier ou émérion, qui est repris par oiseaux de proie. Première chose que nous pouvons dire, cette abbaye est un petit peu particulière, puisqu'il y a aussi bien des hommes que des femmes. En effet, le paragraphe balance entre d'un côté les dames, de l'autre les hommes. Ce sont d'ailleurs les dames qui sont décrites de façon méliorative dans cette activité de chasse, avec les adjectifs mélioratifs, beau, élégant ou encore l'adverbe joliment. Nous pouvons donc constater que les télémites ont des activités en commun, mixtes, hommes et femmes ensemble, qui sont des activités d'extérieur, mais aussi des activités qui peuvent être considérées comme particulièrement nobles. Dans le paragraphe suivant, on va être mis en valeur une deuxième activité très importante chez les télémites, l'étude et donc le savoir. Nous observons que cette phrase est construite sur une subordonnée circonstancielle de conséquence qui va mettre en valeur leur instruction puisque le système corrélatif si que encadre le participe passé instruit renforcé par l'adverbe bien. Ils étaient donc si bien instruits que tous savaient et nous observons à ce moment-là l'énumération de tout ce qu'ils savent avec cette idée de variété des compétences comme on a pu l'observer dans l'éducation de Gargantua. Lire, écrire, chanter, jouer d'harmonieux instruments et parler 5 ou 6 langues dans lesquelles ils composaient en vers ou en prose. Les télémites sont donc de parfaits humanistes qui maîtrisent toutes les formes de savoir. Ce second mouvement va se conclure par une description méliorative de nos télémites. On observe que ces 2 phrases sont construites sur un parallélisme avec un superlatif qui va présenter d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. En effet, chacune des 2 phrases commence par la tournure « jamais on ne vit ailleurs » et « jamais on ne vit ». Nous avons donc d'un côté les hommes, les chevaliers, de l'autre les dames. Nous pouvons observer ici que le vocabulaire employé est lié au roman de chevalerie avec chevalier et dame, mais également avec l'énumération des qualités des uns et des autres. Preux, galant, adroit à pied, comme un cheval, vigoureux, alerte et habile à toutes sortes d'âmes pour les hommes, tous ces adjectifs renvoient aux qualités de l'excellent chevalier. Pour les dames, élégante, mignonne, agréable, adroite aux travaux d'aiguille et à toutes les activités convenant à une femme noble et libre, nous avons la description de la dame idéale. La description des activités a donc permis de mettre en valeur la dimension idéale du portrait des télémites. Passons alors au 3e mouvement, dans lequel le lecteur va découvrir que non seulement cette abbaye est mixte, mais qu'on peut la quitter. En effet, dès la première phrase, il semble tout à fait normal de pouvoir quitter l'abbaye. On le voit avec la subordonnée circonstancielle de temps,
quand le temps était venu de quitter l'abbaye, mais surtout par l'adverbe aussi, qui est un adverbe ici qui marque une forme de conséquence et donc de normalité. Dans la deuxième partie de la phrase, nous voyons qu'il n'y a pas de contrainte à quitter l'abbaye, c'est à la demande des parents ou qui présente une alternative pour toute autre raison. L'abbaye de Thélème est donc un lieu de passage, une abbaye que l'on quitte, contrairement au monastère donc et au cloître habituel. On quitte l'abbaye pour pouvoir notamment se marier, et il y a, comme on l'avait observé déjà dans les activités de chasse ou dans les descriptions, une forme de réciprocité et d'équilibre entre hommes et femmes. Cette réciprocité est mise en valeur par la construction en chiasme de la phrase, chacun emmenait l'une des dames, celle qu'il avait choisie pour fidèle amie. En effet, d'un côté on a l'homme, de l'autre la dame, et après on inverse puisqu'on a l'homme après la dame. L'homme emmène une dame, mais c'est bien la dame qui le choisit. On peut noter que la relation entre les hommes et les femmes repose sur un sentiment plus harmonieux que l'amour, puisqu'il s'agit de l'amitié. Il ne s'agit pas de passion amoureuse, mais de fidèle ami. On se souvient que l'amitié est un sentiment très important chez les humanistes. Lors de la guerre contre Picrocole, Ulrich Gallet adresse un reproche principal à Picrocole, celui de briser l'ancienne amitié entre les peuples. Il faut bien concevoir que cette amitié est une forme d'amour, mais d'amour harmonieux et équilibré, qui va permettre donc le mariage des Télémites. Dans la dernière phrase d'ailleurs, nous pouvons observer que cette harmonie du couple se construit bien sur cette amitié, sur cette fidélité. La subordonnée des conditions, ouverte par si, s'ils avaient bien vécu à Thélème, souligne que l'harmonie vécue à Thélème devient une garantie de vie harmonieuse. L'amitié et la fidélité, contrairement à la passion amoureuse, permettent d'accéder à une forme de bonheur éternel. C'est ce que l'on voit notamment avec les marqueurs temporels durant leur mariage ou encore à la fin de leur vie comme au jour de leurs noces, mais également par la présence des verbes à l'imparfait, continuer et s'aimer. Pour conclure, cette abbaye repose sur le principe de l'exercice d'une liberté naturelle aux gens bien nés, où il n'est pas nécessaire d'avoir des lois pour bien agir. Cette abbaye est opposée aux lieux religieux puisqu'il n'y a pas de règles. On aurait pu insister ici sur l'absence des pratiques religieuses dans la description des activités des Télémites. Il y a aussi une mixité. Cette abbaye permet la rencontre et le mariage. Il s'agit en fait d'un lieu de passage, un peu comme une école, qui permet de former de parfaits humanistes. D'ailleurs, ces Télémites permettent de construire l'image du parfait humaniste, un être harmonieux dans tous les sens du terme, à la fois dans sa relation avec Dieu, mais aussi dans son corps, dans son esprit et surtout dans la relation avec les autres hommes. Nous pouvons mettre en relation cette description d'un lieu religieux parfait, qui permet de construire de parfaits humanistes, avec la vision opposée que donne Frère Jean au chapitre 40 sur des moines inutiles et fainéants. Si vous avez tout compris, vous pouvez aller voir d'autres vidéos d'analyse linéaire. Allez, à bientôt!